Bonjour à tous, Bonsoir. bienvenue sur la zone libre. Bonsoir Flavie, comment vas-tu? Ça va, un petit peu malade parce que, l'hiver arrive. Donc je vous aurai une L'hiver petite voix de canard, mais c'est pas très grave. l'hiver est là et aujourd'hui l'émission est dédicacée à Monique, que nous saluons C'est et vrai. nous remercions Monique aussi de Nice, que nous et saluons, elle se reconnaîtra. et nous remercions Yolo pour son commentaire très constructif sur le fait que nous n'appuyions pas suffisamment à la gauche. Donc soyons un petit peu plus ouverts, essayons d'être plus objectifs. Nous avons donc une actualité très bruyante et brûlante. Ça va être beaucoup de Trump cette semaine. On a Trump en Angleterre, Trump à l'ONU, beaucoup de bilatérales, des élections Mmh. moldaves, et puis au plan national, on a eu la sanction un peu brutale de Sarkozy et le nouveau plan éducation de Borne. Commençons dans le dur immédiatement. Nous avons donc le 18 septembre reçu, et Trump a été reçu en Angleterre en grande pompe par la famille royale et, euh, et le ministre Starmer pour des deals assez importants qui sont principalement économiques et technologiques. Nous avons donc une promesse d'investissement de 150 milliards, c'est la somme la plus grande jamais investie en Angleterre pour entretenir la relation spéciale entre les deux pays, en informatique quantique, en IA, en énergie nucléaire civile. Il y a tout un volet donc nucléaire et un volet IA. Google a promis d'investir 5 milliards de dollars sur l'IA de nouveau, des centres IA et des centres de données. Et sur le plan nucléaire, sachant que le nucléaire militaire anglais est dépendant du bon vouloir américain, dans la continuité, l'Angleterre, qui a des problèmes énergétiques relatifs, va se voir construire des SMR, des Small Modular Reactors, donc des petits réacteurs, et des nouvelles infrastructures modernes pour pouvoir avoir des performances énergétiques plus importantes. D'ailleurs, au passage, il est important de noter que pour l'IA, il y a une consommation d'énergie extrêmement forte. Il y aura aussi lu, tout ça c'est selon la CBS, Euronews et The National. La Deutsche Welle explique qu'il y aurait eu des négociations sur des demandes d'exonération de douane, parce que les 15% ne concernaient pas l'Angleterre, mais l'Angleterre n'est pas exsangue de... Ils sont à 10, je crois. Oui, c'est ça, ils sont à 10. Bon, des négociations ont eu lieu. Bon, qu'est-ce que toi tu en penses? C'est quand même un accord très important. On a très peu parlé sur le continent. C'est assez massif. Je ne sais pas si tu as Attends, excuse-moi, de quel accord précisément tu parles? je parle toujours de la même chose. Donc Oui, mais le le UK-Angleterre, tout le package d'accords, ah oui, d'accord, non, mais je te demandais de préciser lequel, parce qu'on en a cité plusieurs là. je te laisse libre. Tu parles en général alors? Mmh? Oui, oui, oui. Bon, très bien, bah non, je j'ai rien de spécial à ajouter là. Ah, ça valait la peine. Bah, très bien. En tout cas, moi, ce que je trouve intéressant dans cet investissement américain, c'est qu'on remarque quand même peut-être la stratégie qui a déjà au moins plus d'un siècle, des Anglais d'utiliser les Américains d'utiliser les Anglais contre le continent. Si on était complètement paranoïaque, on pourrait croire que l'investissement permet une augmentation du contrôle, en fait, informatique et informationnel sur le continent. Je ne sais pas si c'est une idée qui t'est passée par la tête. Bah, de toute façon, c'est pas nouveau ça, hein, le contrôle informationnel sur le continent, là-dessus, c'est pas tellement nouveau. Moi, ce que j'ai surtout vu, c'est tout ce qui tourne autour de British ID, mais ça, c'est pas vraiment dans ce qui s'est discuté avec Trump. Donc, là, je suis un petit peu, Non, bah, écoute, voilà, en tout cas, on peut spéculer. En tout cas, c'est un deal immense. C'est des investissements très importants. Là où Trump demande des investissements de la part des Européens, les Anglais se voient plutôt avoir des faveurs, donc c'est pas inintéressant. On ne sait pas s'il y a eu des désaccords apparemment qui ont été déclarés sur la Palestine, vu que l'Angleterre a reconnu la Palestine et Trump ne l'a pas. Trump est contre cela. D'autres éléments sont en négociation. Effectivement, Trump a déclaré non seulement à l'ONU, ce qui viendra après, mais déjà pendant sa venue, que son désaccord avec l'immigration, selon l'Express. Donc on a un certain nombre de désaccords entre les deux pays, mais on reste quand même sur des accords assez massifs, hein. La relation spéciale est toujours existante. Et en cela, rien de particulier. C'est certain que les deux pays sont très proches
depuis très longtemps. Je pense, moi, je vois pas quoi que ce soit de particulier. Bon, il y a des accords, en effet, sur 150 milliards, selon ce que tu as cité tout à l'heure. Très bien. Bon, ça, je sais pas si c'est spécifiquement nouveau. C'est le 150 plus milliards gros deal qui a d'investissements. jamais été. C'est un deal gigantesque. C'est énorme. C'est plus de 3 fois le budget militaire de la France. C'est des sommes colossales. Donc oui, c'est un deal Les historique. sommes se paraissent impressionnantes, oui. Mais non, après, je sais que alors sur l'État palestinien, la reconnaissance, tout ce qui est ils sont, je pense, moins d'accord peut-être sur des questions plus intérieures ou quelques questions géopolitiques, comme sur la Palestine, et sur évidemment la question migratoire, puisque Trump réclame que le Royaume-Uni fasse davantage pour stopper l'immigration irrégulière et là-dessus, il n'y a pas tellement de répondants. Prenant en compte les grandes manifestations qui ont eu lieu à Londres récemment. Oui, il y a eu des désaccords entre les deux pays. Bon, en tout cas, si on n'a rien à ajouter, ça me paraît important parce que la presse n'en parle pas. D'ailleurs, ça me permet de faire un petit correctif sur ce que nous avons dit la dernière fois sur le traité de Kensington, qui n'a pas été traité, Kensington. Kensington, pardon, qui n'a pas été signé entre l'Allemagne, l'Angleterre et la France, mais uniquement entre l'Angleterre et l'Allemagne, pardon, qui est un deal militaire et de transit. Donc, petit correctif, veuillez pardonner mon imprécision. Si on n'a rien à dire, on peut avancer sur l'ONU. L'ONU, où il y a un grand morceau. À moins que tu aies quelque chose à rajouter sur l'Angleterre. Non, l'Angleterre, c'était plus ton morceau. Moi, c'est vrai que j'ai rien vu qui me... Bon, à part, c'est en effet ces très gros contrats qui me frappe particulièrement. En tout cas, il y a, ce que je peux dire de façon plus générale, c'est qu'il y a des accords sur des contrats comme ça, dits économiques, alors qu'en fait, il y a un grand désaccord, je dirais, plutôt idéologique, qui est un peu nouveau entre l'Angleterre et les États-Unis. En général, c'était très en phase, mais là, Trump est moins en phase avec Starmer et peut-être aussi, certainement aussi le reste de l'Europe, sur, je dirais, la façon qu'ils ont de gérer plutôt les crises, la crise, je dirais, identitaire qui secoue l'Europe. Et c'est quelque chose, justement, on arrive à l'ONU, là, sur lequel il a beaucoup insisté pendant son discours, en revenant à plusieurs reprises sur le fait que, concernant les crises migratoires, que selon lui, l'Europe n'est pas capable de gérer, alors que, d'ailleurs, il le dit pas alors qu'il le sait, mais que pas seulement qu'elle n'est pas capable de gérer, mais c'est qu'elle ne souhaite pas le gérer, puisqu'elle ouvre ses portes. En réalité, elle ne cherche pas vraiment à juguler. Et il a dit ces deux phrases assez fortes: vous êtes voués à l'enfer, vous détruisez vos nations, ce qui est quand même pas. Voilà. Recontextualisons un petit peu donc le discours à l'ONU. Le réunion à l'ONU a lieu le 23 septembre. Ça a commencé assez fort, selon CBS, en soulignant parce que Trump a qualifié l'ONU de corps inefficace dont on ne comprenait pas le but, avant de se rétracter à la fin en soulignant quand même les vertus. Il soulignera effectivement, selon The Guardian, l'agenda mondialiste de migration, soulignant que l'ONU participe à un mouvement de population assez important. Là, Thématique revient. Un élément très important ramené par le The Independent, mais qu'on retrouve sur toute la presse française, c'est son attaque contre tout ce qui était relatif à l'écologie, où il souligne que c'est une source d'appauvrissement extrêmement importante dont il fallait se protéger. Et même il précise que pour lui, c'est un hoax, c'est-à-dire que c'était un mensonge pour contrôler les populations. Hein. Je le cite, hein, c'est tout. C'est une thématique et une formulation que l'on trouvera dès son premier mandat, peut-être même durant sa première campagne. Donc on a une constance chez Trump sur ce sujet-là. Il abordera la guerre en Ukraine aussi, assez comiquement, si on peut trouver ça drôle, en soulignant que l'Ukraine était tout à fait en capacité de gagner, avant de dire quelques jours plus tard ou un jour plus tard qu'elle allait probablement perdre. Bon, Bon, c'est ça toujours fait les mêmes partie de ces personnages. tactiques qui me dépassent et que je trouve pas très. Enfin, en tout cas, le deal, art of the deal, en géopolitique, c'est peut-être pas, ça s'applique peut-être pas en géopolitique. Je suis pas sûre que ce soit hyper. Bon, je sais pas ce qu'il espère, en tout cas, obtenir de cette façon-là. Il a aussi demandé aux Européens d'arrêter d'acheter du pétrole russe et de faire la guerre en même temps russe. En gros, acheter du gaz américain. 4 fois plus cher. Beaucoup plus cher. Et il s'est vanté donc d'avoir arrêté la guerre dans 7 pays,
contrairement aux Nations unies qui, selon lui, sont incapables, alors on va parler des 7 pays rapidement, qui sont donc il a aussi beaucoup, beaucoup critiqué et humilié les Nations unies, comme quoi ils sont incapables d'arrêter les guerres et aussi de faire marcher un escalator lorsqu'il arrive au siège à New York. C'est sur quoi le traducteur n'a pas traduit exactement la même chose, parce qu'en fait, il a fait clairement comprendre que pour lui, l'escalator était arrêté exprès, juste à son arrivée, parce que le traducteur a essayé d'édulcorer. Et puis à ce même moment, il disait aussi: mes prompteurs ne fonctionnent pas, donc j'espère que des gens seront virés. Donc c'était quand même, il y avait une bonne ambiance. Les services secrets allaient s'en occuper, effectivement. C'est ce qu'il a souligné. Et voilà. Et donc les 7 pays dont il parle. Oui, alors on dit évidemment partout qu'il veut le prix Nobel de la paix. Moi, je suis pas sûre que ce soit trop son truc, prix Nobel de la paix. Mais enfin bon, ça c'est que des Il en parle suppositions. beaucoup et c'est quelque chose qui ressort constamment. Ouais. À savoir si c'est vrai, si ça fait partie de sa tactique, je ne sais pas. Est-ce qu'il parle beaucoup du prix Nobel ou il parle beaucoup du fait qu'il a arrêté plein de guerres? Bon, ça. Disons qu'il se porte en lice, il souligne ses vertus, donc on imagine qu'il concourt. Bon, c'est difficile à dire évidemment, mais. Donc, je cite TF1 Information, là, il dit, alors il parle de l'Inde, premier conflit Inde-Pakistan, où il était à l'origine d'un cessez-le-feu. Ensuite, Israël-Iran, ça, qu'on a pu suivre de façon plus couvert médiatiquement. Puis Arménie-Azerbaïdjan, hein, qui sont en conflit depuis très longtemps, depuis les années 90, je ne sais pas exactement la date. Il y a une déclaration conjointe de fin de guerre, mais pas d'accord de paix, donc c'est pas tout à fait la paix finale. Ensuite, les frictions, Thaïlande, Cambodge, il y a un cessez-le-feu. Et ensuite, RDC, Rwanda, les dirigeants se sont rendus à la Maison Blanche pour signer l'accord de paix, mais les débats n'ont pas abouti. Donc là aussi, il n'y a pas une fin une fin finale, comme on dirait. Voilà. Combien ça fait là de pays? Parce que, de conflits, 1, 2, 3, 4, 5. Je ne vois pas les 2 autres parce qu'il parlait du Kosovo, Serbie, donc ça me semble très très ancien. Je ne vois pas pourquoi il reparle de ce conflit-là. Et de tensions entre l'Éthiopie et l'Égypte autour d'un barrage hydroélectrique. Enfin, c'est pas vraiment une guerre, là, en l'occurrence. Donc, bon, il a un peu gonflé le score. C'est un homme d'affaires, c'est normal. Oui, en tout cas, il est connu pour le superlatif. Le meilleur deal, les meilleures affaires, les meilleurs revenus. Enfin, c'est l'homme du meilleur. Donc, on n'est pas particulièrement surpris. Le personnage commence à être connu de tous. En marge, bon, en tout cas, on remarque que ce sommet a été assez important parce qu'il a permis, bon, c'est un sommet de rentrée, donc peut-être qu'il a plus de poids évidemment, mais il a permis de faire beaucoup de bilatérales aussi. Il s'est exprimé devant l'ONU, mais il a aussi rencontré énormément de chefs d'État. Il a de nouveau rencontré aux marges de l'Assemblée Zelensky qui n'a rien eu. Donc il a juste réaffirmé qu'il ne rentrerait jamais dans l'OTAN, ce qui est une volonté russe et serait une ligne rouge infranchissable, donc faire très attention. Il a rencontré Shehbaz Sharif, le premier ministre du Pakistan, notamment pour des affaires de tenue d'ordre. Il faut savoir que le Pakistan est la première armée de l'ONU en hommes, donc c'est un fournisseur de services militaires de premier plan. Et étant donné que Ben Salma a traité avec eux récemment sur des affaires de nucléaire, on imagine les inquiétudes américaines, tout en sachant que ça reste un acteur qui a un petit poids dans la question de Gaza. Il a profité aussi pour réunir le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Indonésie, le Pakistan, l'Égypte, donc les Émirats arabes, la Jordanie, donc tous les pays dits musulmans. On notera l'absence des Maghrébins. Selon CBS News, de nouveau pour discuter de Gaza, une discussion sera tenue dont on n'a aucune idée de la nature avec le secrétaire général de l'ONU, selon D-National, et il a rencontré le Emmanuel Macron national, selon CBS, et là encore, on n'a pas d'idée exacte du contenu, à part que la thématique serait la guerre en Ukraine. Donc on voit que quand il ne joue pas au golf, Trump ne badine pas. Il y va franco, il rentabilise son temps. Alors, il a rencontré, et c'est pas le seul, aussi Nations Unies, Macron et d'autres dirigeants européens ont rencontré le fameux Al-Joulani, nouveau dirigeant syrien. Macron lui-même a reçu à l'Élysée il y a quelque temps.
Alors voilà, donc ça a quand même, suscité quelques interrogations de recevoir un dirigeant qui était un dirigeant, un des pontes d'Al-Qaïda il y a quelques années et heu et qui justement, en tout cas qui ne cesse pas les massacres qu'il y a eu, ces derniers temps dans son pays. Enfin, en tout cas, est-ce qu'il les commandite ou est-ce qu'il ne laisse les laisse, il les laisse faire? Massacres d'alaouites, de druzes et de chrétiens, se sont précipités ces derniers mois. On n'a pas de chiffres clairs sur les derniers massacres de septembre. On a ceux qui précèdent, on estime à 7 000 morts, les massacrés. On peut malheureusement trouver les vidéos sur YouTube d'humiliation publique, de chrétiens et d'alaouites qui sont obligés de ramper et de se faire maltraiter. On voit quand même que la multipolarité pose des difficultés, effectivement, parce elle invite malheureusement quand même à promouvoir, des personnages douteux. Et évidemment, pas un mot ne lui a été dit, Le personnage à ce sujet, même, Emmanuel Macron a fait preuve a tenu des propos très incohérents et très arrogants, pour tous ceux qui voudraient le challenger sur ce sujet, en disant que ça c'était, lié à la vie des bêtes, pas plus, ce genre de commentaires. Ceci dit, depuis hier, l'organisation SOS Chrétiens d'Orient a été perquisitionnée pour des suspicions de lien avec le régime de Bachar el-Assad. On fait pas de lien, on n'en sait rien, mais en tout cas, les liens avec, Bachar el-Assad sont en tout cas, un motif, de mécontentement et je trouve pas le mot, enfin en tout cas de raison d'être choqué, ce qui n'est pas le cas avec Al-Jolani. Donc on en tirera les conséquences, de calculs géopolitiques, qu'on veut. Enfin, En tant qu'Européens, on peut quand même être, assez mal à l'aise de voir, les dirigeants, sourire à côté d'un boucher. On notera quand même qu'Al-Jolani est le premier dirigeant syrien en plus de 60 ans à venir à l'ONU, donc c'est pas anodin. On a une vraie volonté de rétablir, des rapports avec la Syrie de la part des Américains. mais Bachar Personne el-Assad ne venait pas parce qu'il n'était pas invité ou parce qu'il voulait pas venir? n'était pas invité. Bon, parce que, oui, en tout cas, alors c'est pas du tout pour, dire, du bien de Bachar el-Assad, mais en tout cas, les chrétiens étaient à l'époque où il était, en charge du pays, les chrétiens, étaient pas forcément protégés, mais massacrés de façon moins évidente. Il est certain que Les minorités en général. Bachar al-Assad n'était pas un tendre, mais il mettait sous protection les minorités. Donc, c'était certes des temps Alaouite difficiles. certainement, puisque lui-même est issu de Lui-même étant minorité alaouite, les alaouite, donc minorités évidemment c'était pas les chrétiennes mêmes, aussi positionnements. étaient protégées de massacres. On ajoutera que Marco Rubio a rencontré personnellement, le personnage à New York et qu'il a été énoncé des volontés de stabilité, de sécurité et de rapports diplomatiques. Donc on voit quand même un changement de la région, probablement lié à la brutalité israélienne. On soulignera quand même que beaucoup disent, et des gens tout à fait éminents et sérieux, que El Joulani est un pion de Erdogan, lui-même reçu précédemment par le président Trump pour une amélioration des sanctions. On notera quand même que c'est l'attaque sur la monnaie de Trump lors de son premier mandat qui mettra en grande difficulté la Turquie, qui pour l'instant ne s'en est pas complètement relevée. Donc voilà. Et il a provoqué Erdogan en lui disant que côté élections truquées, il s'y connaissait. Trump a un certain talent pour se retrouver face à face aux gens pour leur dire des choses absolument difficiles à entendre. Et effectivement, il a souligné à Erdogan qu'il trichait aux élections de façon fréquente. En parlant d'Erdogan, il y a eu une négociation sur le cessez-le-feu et le traité qui est en train d'être discuté maintenant pour Gaza, qui est pour une paix durable, dont on va discuter les termes juste après. On notera l'achat de 75 Boeing 787, de 150 avions 337, pardon. Donc on a une petite ponction financière, ou en tout cas un accord commercial. Bon, connaissant les Turcs, je ne suis pas certain que ça ira au bout, quelles que soient les déclarations. C'est très difficile à dire, honnêtement. Ils n'ont pas tendance à tenir parole, donc il est difficile d'en dire quoi que ce soit.
Une considération avant qu'on avance sur l'accord israélien? Non, on parlait des 7 conflits qu'il prétend avoir arrêtés. Tu voulais peut-être dire un mot sur le Venezuela? Bah, le Venezuela, il faudra attendre un petit peu parce que là, effectivement, des baltos ont permis d'attraper plusieurs milliers de tonnes de cocaïne pour une somme, selon un article dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, pour plus de 95 milliards. Donc c'est quand même une somme tout à fait sérieuse. Et j'ai écouté Pascal, le géopoliticien suisse, dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, il commence à se faire tard, qui soulignait quand même que depuis 2022, une volonté d'attaquer un plan de déstabilisation du Venezuela était préparé. Donc on est en même temps ou bien par couverture sur de la drogue, sur l'arrêt des trafics de drogue pour des sommes absolument gigantesques, et en même temps sur des volontés plus agressives, hégémoniques et impérialistes de la part des États-Unis. Bon, c'est arrivé aujourd'hui, je crois, ou hier, donc je pense qu'il va falloir patienter un petit peu. Les événements sont en cours, je pense qu'il faut être un peu modeste. On va vite savoir ce qu'il en est, s'il y a une escalade. En tout cas, c'est sûr que le monde est en ébullition et on a beaucoup de conflits, de petits conflits qui émaillent la planète. Donc il en arrête, mais il en éveille aussi. On passe à Gaza alors. On passe à Gaza. Après une assez longue série d'allers-retours entre les acteurs de la région, comme j'ai dit précédemment, euh, notre ami Netanyahou, enfin l'ami Netanyahou, c'est une formule, hein, il n'y a pas de parti pris, et Trump, on aurait une proposition de fait au Hamas qui en fait malheureusement enfin, selon les perspectives, on pourra se dire quand même que le 7 octobre aura payé, entre guillemets, puisqu'il aura permis une normalisation du Hamas, puisqu'il devient un interlocuteur. Néanmoins, les termes sont quand même assez durs. Un désarmement complet du groupe du Hamas, une reddition des otages et un progressif retrait de Gaza de la part des Israéliens. Donc ça ressemble quand même à une reddition en race campagne, ce sont des termes extrêmement durs, mais qui pourraient quand même intéresser le Hamas, euh, même si on pourrait vraiment s'interroger sur la pérennité d'une telle paix, honnêtement. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de réponse du Hamas. C'est une proposition, mais Netanyahou a dit oui, pourquoi pas, et le Hamas là-dessus, moi j'ai pas entendu de réponse. On soulignera quand même que Netanyahou a dit soit vous acceptez, soit on vous ratatine. Donc, j'ai Oui. l'impression quand même que c'est un accord qui peut intéresser tout le monde. Le Hamas peut être content d'avoir cette légitimation. On peut avoir une population quand même qui doit quand même avoir une certaine satisfaction de l'arrêt de la pression militaire israélienne dans la région de Gaza et un soulagement peut-être de la communauté internationale. Le Mais sujet très bien, si c'est retrait du Hamas, c'est pas très clair ce qui se passe après. Qu'est-ce que devient Gaza? retrait d'Israël et du Hamas, démilitarisation complète du Hamas et retrait militaire d'Israël. Non, mais qui gouverne à Gaza alors? C'est un arrangement administratif entre les forces palestiniennes. J'imagine que le Fatah aura une place importante. Pour l'instant, ça, c'est en négociation. Il n'y a pas de spécification ferme sur ce qui va être décidé. En tout cas, on aurait un cessez-le-feu assez strict et une réorganisation Et donc à moyen terme. ça c'est pour Gaza, mais pour la Cisjordanie, qui est très occupée, pour l'instant, évidemment, il n'y a pas de On solution. parle de Gaza pour le moment. Donc voilà, ça bouge un petit peu. On sait que Trump, qu'il veuille ou ne veuille pas le prix Nobel, quand même agit constamment pour être un acteur important. Bon, le problème, c'est que ça n'a pas été signé, donc pour l'instant, ce ne sont que des mots, même si c'est plutôt en bonne route selon les analystes. D'accord, bon, on ne parlera pas vraiment d'Ukraine ce soir, même s'il y a une espèce d'escalade, et puis d'escalade enfin, toutes ces histoires de drones On fera un créent une point. escalade un peu artificielle. On ne sait pas à quel point c'est artificiel ou pas. En tout cas, il y a une volonté toujours d'aller en guerre de la part de beaucoup de dirigeants européens, mais on ne va pas en dire plus ce soir. À moins que tu veuilles ajouter quelque chose. Non, je pense que c'est un sujet riche. Je pense qu'il va falloir patienter un petit peu, hein. Je pense que la semaine prochaine sera peut-être un meilleur moment. Par contre, on a à l'Est quand même une activité électorale législative. On a eu des Oui. élections en Moldavie, Flavie.
Alors la Moldavie, bon, ça paraît comme ça, on se croirait un peu chez Tintin, mais en fait, il faut pas sous-estimer la Moldavie parce que, c'est un pays qui a comme pour frontière, la d'un côté, du côté européen, je dirais la Roumanie et puis du côté, alors, plus à l'est, mais, l'Ukraine, hein, donc, mais l'Ukraine, on peut pas dire que c'est la on peut pas dire que c'est oui, ouais, c'est l'est, géographiquement, mais bon, vu ce qui s'y passe, voilà, on va pas, c'est voilà. Mais en tout cas, c'est un pays qui est à la frontière entre le monde de l'Est et le monde de l'Ouest. Heu, on y parle un roumain qui est cyrillisé en termes au niveau de l'écriture. Il y a qu'est-ce que alors, ça, c'est au niveau géographique, mais c'est vrai qu'il y a on peut dire aussi, c'est que c'est coincé entre la CEI, donc la Communauté des États indépendants, hein, qui préserve, en fait, qui contient tous les pays de l'ancienne empire soviétique, URSS, 15 États, dont la Russie, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, 15, je ne vais pas tous les nommer parce qu'il faut que je réfléchisse un peu. Et donc coincé entre ce corps-là et les frontières de l'UE et de l'OTAN. Donc c'est un enjeu stratégique comme l'était l'Ukraine, pour l'UE et pour éventuellement aussi, les Américains. Donc il y a eu des élections l'année dernière, présidentielles, autour de octobre-novembre 24, a gagné, la candidate, pro-européenne Maia Sandu et cette fois-ci pour des législatives qui arrivent donc presque un an plus tard. Elle gagne aussi, je crois, à peu près à 50% des voix, sachant que, oui, elle gagne 50, sachant que seulement la moitié du corps électoral est allé voter. Le principal parti pro-russe recueille 24%, soit donc 12% des électeurs inscrits. Après, il y a 8% pour un parti ayant appelé à voter contre les pro-européens. Donc elle conserve sa majorité absolue, mais elle perd quand même 8 sièges par rapport à avant. Donc c'est une victoire, mais pas non plus, elle n'a pas gagné de points par rapport à l'année dernière. Il faut aussi, on avait parlé de ça l'année dernière, sur le pays compte 2,4 millions d'habitants, mais il y a 1 million d'émigrés moldaves en Europe. Et évidemment, ces électeurs-là sont plutôt pour l'arrivée enfin, ouais, voilà. Donc ça biaise un peu aussi les résultats du scrutin. Quelques mots sur le profil de cette Maia Sandu. Il est parfait, son profil. Elle a commencé à faire ses études en Moldavie, puis elle a obtenu une maîtrise d'administration publique. Elle a fait des relations internationales en Moldavie, puis elle a obtenu une maîtrise d'administration publique à Harvard. Et elle a travaillé en Moldavie pour la Banque mondiale, puis le PNUD, qui est le Programme des Nations Unies pour le développement. Puis après, pour la Banque mondiale de nouveau, mais à Washington, avec un poste spécifique pour les relations avec le bloc de l'Est. Elle a reçu la Grande Croix de la Légion d'honneur chez nous l'année dernière, en 2024. C'est un beau profil, donc qu'est-ce que tu en penses, David? Je pense que comme Glucksmann et Louis Sarkozy, c'est du produit pur sucre, le made in America, on aime bien l'Empire quand il vient mettre ses pattes dégueulasses un peu partout, pour le dire avec beaucoup, beaucoup de nuances. Beaucoup de subtilité, oui. Oui, voilà, parce que bon, le sujet est Alors, malheureusement très peu abordé, mais on regarde insuffisamment les CV outre-Atlantique de nos petits agents américains. On notera aussi quand même que c'est pas la première intervention européenne à l'Est. On notera oui, le magnifique aveu de Thierry Breton qui admettra volontiers l'intervention européenne dans les élections roumaines, roumaine, après la soulignant, Géorgie, oui, ouais, ouais. rempli de satisfaction que si l'AfD avait des scores trop élevés, il faudra faire la même chose Même en chose en Allemagne. Allemagne, ouais, ouais. Déclaration publique du personnage. Mm. On a donc peut-être une Europe qui géopolitiquement ne vaut pas grand-chose, mais qui est tout à fait capable de faire de la prédation à l'Est sur des petits pays. Alors, Donc en en tout cas, on ne cela, sait pas. peut-être. Ouais. Pardon, alors, il y a deux choses au niveau des ingérences, en tout cas, sur les élections. On ne sait pas très bien. Évidemment, les pro-russes hurlent aux ingérences et au trucage électoral. Après, la seule chose que même les médias dits de grand chemin reconnaissent, c'est que
il y a, pour la région qui dessert la région pro-russe, il y avait très peu de bureaux de vote d'ouverts et le pont était bloqué, celui qui dessert la région davantage pro-russe, et donc il y a eu des embouteillages monstres et plein de personnes qui n'ont pas réussi à aller voter. Au Avec... niveau de la Transnistrie. Oui, alors est-ce que c'est spécifiquement la Transnistrie qui était bloquée? Je ne sais pas si c'était, en fait, pour dire la vérité, je ne sais pas si c'était vraiment... Non, parce que la Transnistrie, elle a un statut, elle s'est autoproclamée indépendante, donc je ne pense pas que la Transnistrie votait. C'est un État qui est autoproclamé, la Transnistrie. Donc non, je crois que c'est une autre région. J'avoue que là, je ne peux pas vous dire laquelle exactement. Il y a eu deux partis qui ont été interdits à quelques jours des élections, puisque une enquête aurait prouvé des achats de voix et des financements sous influence russe. Donc voilà, ça c'est pour l'élection elle-même. Oui, il y a aussi, alors Mediapart a trouvé une habitante de la Gagaouzie, une des régions autonomes pro-russes. Alors pareil, il faudrait regarder, parce que région autonome, là je suis une région autonome mais qui vote pour le coup. J'espère que je ne dis pas de bêtises sur la Transnistrie, ça j'avoue que je n'ai pas vraiment recherché encore exactement comment ces régions autonomes votent ou pas. Mais en tout cas, cet habitant de la Gagaouzie dit avoir reçu 10 000 roubles russes pour assurer son vote au bloc patriotique pro-russe. Une corruption qui a débuté dès le mois de mai selon elle. Et cette retraitée nomme le même Ilan Sor, un oligarque moldave réfugié à Moscou, comme étant celui qui lui apprend. Donc on interroge une personne comme ça, une vieille dame, et puis c'est bon, on a toutes les preuves. Après, en termes d'ingérence avant les élections, c'est vrai qu'il faut se souvenir de Pavel Durov, qui avait fait des déclarations selon quoi les services français l'ont convoqué il y a 1 an, ça on s'en souvient, au sujet de Telegram. Il a même fait de la garde à vue, et lui ont demandé de supprimer des chaînes, de supprimer des chaînes spécifiquement en Moldavie en échange de la bienveillance du juge quant à son jugement en France sur toutes ces affaires Telegram. Depuis 1992, des milliards de dollars et d'euros sont déversés en Moldavie par la National Endowment for Democracy, donc ça c'est purement américain, et le fameux USAID dont on a beaucoup parlé. C'est factuel, on peut aller sur les sites, l'information n'est pas cachée. Ils ont beaucoup formé les juges. Le système judiciaire est très, très, comment dire, approprié par ces ONG pour former les juges. Ça ne se passe pas qu'en Moldavie, ça se passe dans beaucoup de pays du monde, de programmes de formation des juges qui sont financés par l'Union européenne et par des ONG. Formation, bon, vous imaginez quand on forme des juges, on peut les former de différentes façons. Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Bon, il est certain que, comme les Romains pouvaient éduquer, comme tous les empires ont pu éduquer certains leaders pour les façonner, l'histoire n'a pas tant changé depuis l'Antiquité. Bon, cela. On peut en tout cas s'interroger sur ces élections. Et ce qui est un peu ridicule, c'est que le score était extrêmement proche. Bon, on verra si cette personne est populaire et fait des bonnes choses. Autant l'espérer pour le peuple moldave. En tout cas, on peut quand même se poser des lourdes questions sur l'intervention étrangère. On ne parle d'ailleurs que constamment d'intervention étrangère russe. On ne parle pas d'intervention européenne ou américaine. Non, parce que ça, c'est normal. Bon, très bien. Ça, c'est juste, c'est normal. Voilà. En tout cas, je crains quand même que ce soit du discrédit pour pas grands effets quand même. Je veux dire, c'est un tout petit pays et ça commence à se voir quand même. Je veux dire, on sait que les médias n'informent pas, mais je pense que dans ces pays-là, quand même, une grande partie des gens doivent avoir un certain ressentiment. Je ne suis pas sûr que l'Europe fasse des calculs qui passent la semaine, les 2 semaines, les 6 mois. Donc, on a quand même une petite inquiétude à avoir, nous qui sommes des citoyens de ces régions. Bon, dernier sujet. Alors, je termine juste pour la Gagaouzie, parce que je n'étais pas foutue d'être plus précise, mais c'est une région autonome, donc qui est plus vers la frontière roumaine. Donc, je ne suis pas sûre qu'elle a le même statut que la Transnistrie. Donc, je pense qu'ils sont quand même au sein de la Moldavie, qui abrite un peuple chrétien orthodoxe d'origine turque. Et donc, qui serait donc davantage pro-russe, c'est possible. Enfin bon, voilà, on va pas rentrer dans le détail maintenant. Passons au sujet suivant. Eh bien, nous arrivons en France, dans le pays
Du bien vivre, un président, pour la première fois, est tombé sous les coups de la loi. Mais de façon un peu étonnante, qu'on soit pour, qu'on soit contre, qu'on soit jubilatoire ou insatisfait, cette sanction pose quand même de nombreux problèmes. Au-delà des considérations de la fonction elle-même, on remarquera qu'il y a quand même beaucoup de choses dans le CV de Sarkozy qui sont réellement critiquables. J'ai un faible, vous me le pardonnez, pour la vente entre 2004 et 2005 de 589 tonnes d'or pour 20% du stock fédéral français, reste de la, pardon, je suis belge, je suis jeune de fédération, pour 20% des réserves d'or françaises, la Cour des comptes émettra un avis défavorable relativement rapidement avec cette vente, puisqu'en fait, elle représentera une perte sur les calculs de plus de 9,2 milliards. C'est quand même un drôle de cadeau. Donc ça, pour moi, c'est haute trahison saucisse, comme disent tout le monde, les jeunes. Bon. Surtout, en plus, il l'a vendu juste avant une très forte hausse des cours. Absolument, non, mais c'était merveilleux. À croire qu'il en avait gardé une partie. Bon, en tout cas, on peut poser beaucoup de choses dans le bilan. Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a été condamné. Moi, je crois qu'on ne comprend pas tout, enfin moi en tout cas, à ce procès-là sur les. Comment ils appellent ça, association de malfaiteurs, financement illégal de campagne, etc. C'est lié à la Libye, à Kadhafi, mais enfin rien n'est clair. Ce qui est très bizarre, c'est que tous ces délits ne sont pas caractérisés, donc il n'y a pas d'infraction, mais ils attestent qu'il y a association de malfaiteurs en vue de commettre infraction, mais ils n'arrivent pas à le prouver. Mais quand même, on requiert 7 ans et il prend 5 ans. Bah, en fait, oui, voilà. Moi, donc je vais repréciser, en fait, c'est un cas assez intéressant. Parce qu'il y a, comme je le disais, il y a beaucoup de choses que l'on peut éventuellement reprocher à Sarkozy. Néanmoins, d'un point de vue juridique, nous n'avons pas pu qualifier, on n'a pas pu prouver qu'il a reçu de l'argent pour la campagne. Tous ces liens avec Kadhafi n'ont pas pu être étayés, donc il n'y a pas d'objet. L'objet n'a pas été démontré en droit. Mais il y a association de malfaiteurs pour quelque chose qui n'a pas eu lieu. En tout cas, qu'on n'a pas pu prouver. Donc, d'un point de vue juridique, c'est non avenu. Il y a non-lieu, normalement. On notera quand même que la juge en question a fait campagne contre elle lors de la présidentielle, la campagne pour la présidentielle. Donc, on a quand même plutôt quelque chose qui relève du militant. Et c'est un précédent extrêmement dangereux parce que en droit, ce n'est pas fondé. Et je crains malheureusement que, quel que soit le niveau de certitude qu'on puisse avoir sur un méfait, si on n'arrive pas à le prouver en droit, nous sommes quand même, on nous rebâche matin, midi, soir avec nous sommes dans des états de droit. Bah, peut-être qu'il faudrait s'y mettre, respecter le droit. Donc malheureusement, je crains qu'on va permettre à Sarkozy d'être lavé en appel, parce que bon, mais c'est tellement énorme que oui. ça ouvre une boîte de Pandore absolument, pour l'arbitraire absolument dément. Alors qu'on aime Sarkozy, qu'on ne l'aime pas, qu'on considère qu'ils sont en faute, pas en faute, la loi dit en fait, moi, j'ai plutôt envie qu'on parle en effet de ce pourquoi il aurait pu être mis en examen et condamné. C'est-à-dire, bon, déjà, tu as parlé donc de réserve d'or, mais justement, c'est lui qui a fait sauter la qualification de crime, de haute trahison. Un grand visionnaire. Voilà, exactement. Donc, bon, j'ai compris que c'était lui. Bon. Pour atténuer la chose, elle n'était plus appliquée depuis longtemps. De toute façon, oui, donc voilà, il s'est ouvert en tout cas, si c'est lui, il s'est ouvert l'autoroute pour être tranquille pour beaucoup de faits qu'on peut lui reprocher, qui relèvent de la trahison nationale, qui sont donc les réserves d'or, le fameux traité de Lisbonne qui a été refusé par référendum en 2005 et qui est ratifié par voie parlementaire en 2008 et qu'il a justifié en disant il s'agissait d'une simple simplification institutionnelle. Ce point-là, le renversement, alors pour revenir à Kadhafi, le renversement de Kadhafi dans des circonstances très troubles, son assassinat dans des circonstances très troubles et les conséquences qui sont l'ouverture de la frontière sud de la Méditerranée qui fait qu'on est en crise migratoire depuis cette date-là. Quand je parle de haute trahison, c'est-à-dire quand on fait sa campagne sur des motifs extrêmement identitaires, extrêmement violents,
identitairement et que au cours de son mandat, on fait ça, et qu'au cours de son mandat, après quelques mois seulement après avoir été élu, on fait un discours à Palaiseau en disant que le multiculturalisme n'est pas un choix, pas une option, ce sera imposé avec la force s'il le faut, et que le métissage est l'avenir. Qu'ils le disent, c'est très bien, mais qu'ils le disent mais qu'ils ne le disent pas après avoir fait une campagne identitaire en trahissant son électorat. C'est aussi l'homme de l'annulation de la double peine. Voilà, tout ça pour nos amis boomers de droite qui pensent qu'il faudra absolument qu'ils reviennent pour sauver la France. Bon, bah, s'il récupérait l'or, peut-être qu'il pourrait revenir. Moi, je pense qu'il faut être un petit peu négociateur dans ces affaires. En tout cas, honnêtement, si on prend cette voie glissante d'avoir une conception fantaisiste du droit, on va voir des choses, des règlements de compte juridiques, ça va être festif. Et vous vous souvenez de l'affaire Big Malion? Parce qu'on oublie de préciser qu'il a eu un bracelet électronique jusqu'il y a pas longtemps, aussi pour une affaire qui a jamais été très claire pour le public. Bon, écoutez, en tout cas, on verra. Je pense qu'il va y avoir des suites juridiques à cette affaire. En tout cas, en l'état, c'est relativement aberrant. Le dernier point, à moins que je ne me trompe, c'est la discrimination positive, le plan de mathématiques et sciences pour les filles de Madame Borne. Est-ce que toi qui es une grande féministe, Flavie, qu'est-ce que tu en penses déjà de prime abord? Bah, ce que je pense, que je trouve absolument fou, c'est qu'on n'a jamais empêché les filles de faire quoi que ce soit depuis très longtemps. Enfin, donc, elles ont accès à tout ce qu'elles veulent. Si elles veulent faire des maths, je vois pas pourquoi il faut des quotas, puisqu'elles ont le droit d'y aller. Donc ça va être des quotas où on va limite les insister très fortement à le faire, et donc prendre éventuellement des filles qui ont des niveaux moins bons et refuser des garçons qui auraient des niveaux meilleurs, parce que ce sont des garçons. Parce que voilà, depuis quand les filles n'ont pas accès aux filières maths? Non, c'est juste qu'elles y vont moins, parce que de fait, ça c'est un truc absolument inaudible aujourd'hui, c'est que de fait, peut-être ça les intéresse moins. Je dis ça, moi j'ai une nièce qui vient d'intégrer, qui vient de passer des prépas ingénieurs, hein, mais c'est vrai que c'est toujours assez, c'est toujours des personnalités, quoi. C'est toujours assez rare. Quand on voit plein d'adolescentes filles qui choisissent leur carrière, c'est quand même des choix qui restent minoritaires, et en termes même de désir personnel. Et d'ailleurs, elle fait une prépa et elle termine en biologie. Ça reste toujours finalement une option finale plus proche des métiers médicaux. Je te laisse à tes Et du soin, conceptions, donc. je te laisse à tes conceptions réactionnaires. Voilà. Je vais détailler un petit peu ce plan très brièvement. C'est un plan en 3 piliers. Un pilier de sensibilisation aux biais, stéréotypes et tout ce qui peut venir empêcher les filles par méconception et a priori pour les professionnels, et qui a déjà commencé donc ce 15 septembre, 2 heures obligatoires pour sensibiliser les enseignants aux capacités des filles pour qu'elles ne soient pas victimes de biais et de stéréotypes. Le deuxième pilier est beaucoup plus brutal. Bon, d'abord, une classe expérimentale dans un certain nombre de départements pour la troisième et la quatrième en mathématiques où l'effectif sera porté à 50% avant de se généraliser. Donc 50% des filles en classe maths-sciences pour, en 2025, passer ça sur toute la France. Non, au moins une classe par département. Donc on va faire de la discrimination positive, ou en tout cas on va forcer un certain nombre de filles à rentrer dans ces facs. Pour 2026, au moins 20% des filles devront être dans les classes préparatoires scientifiques. Et encore, pour un objectif, bon, ils ont dit objectif parce qu'effectivement, ça semble plus difficile. Pour la suite, il faudra arriver à un résultat de 30% de femmes minimum dans ces classes prépa et puis dans les cursus qui suivront. Le troisième pilier étant la rencontre de grands ingénieurs, grandes physiciennes, grands mathématiciens qui viendront présenter leur parcours aux gamines pour leur donner envie de se développer. Si ça les éloigne de TikTok, je suis content. Donc, bravo à ce beau programme. Ouais, ouais. Pour moi, en fait, l'idée, c'est de dire que même si elles y ont accès, elles ont un blocage qui est un blocage social, sociétal, qui font qu'elles n'osent pas y aller.
Écoutez, on va attendre de voir les résultats. Ça a déjà été essayé en Allemagne il y a 20 ans. Ils ont arrêté tout de suite parce que les résultats étaient mauvais. Les résultats, les notes en classe et les résultats du programme. Donc, on va Et on voir. s'inspire, Je pense. c'est une mauvaise idée de s'inspirer de l'exemple des pays voisins, surtout l'Allemagne qui est notre modèle. En tout cas, on peut dire que la discrimination positive a été essayée en long, en large et en travers dans le monde anglo-saxon et en Allemagne. Bon, on va voir. En France, peut-être que ça aura des résultats différents. Pas de raison. OK. Bah, les Français étant un peuple plus politique, plus latin, peut-être qu'il Mmh. s'en passera des grandes choses, évidemment. Et peut-être qu'aussi par idéologie, moi j'attends toutes les petites féministes qui se plaignent des accords salariales qu'elles deviennent ingénieurs. Il est l'heure, là. Allez les filles au travail. Ça vous changera de la chouinerie militante. Bon voilà, en tout cas, merci Flavie. Est-ce que j'oublie quelque chose? Bah, non, je pense qu'on a C'était très fait on a dense. fait une petite heure, c'est bien. C'était très très dense. On remercie nos locuteurs et nos visionneurs pour leur attention. Nous rappelons que l'espace Discord est un espace de débat. Nous rappelons que nos réseaux sociaux sont actifs. On vous invite à vous abonner, à mettre un like, à mettre un commentaire. Donc, nous répondons aux commentaires et nous prenons toutes les suggestions. Nous vous remercions pour votre attention. Flavie, excellente soirée. Merci à Noah pour la technique. Bravo à la zone libre. Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.